RCF. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans votre quotidien. Bienvenue dans le nouveau numéro d'Une autre histoire, l'émission Patrimoine Histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, place à votre rubrique Trésor de Liège, en collaboration avec le Trésor de la cathédrale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Wilquin, maître de conférence à l'Université de Liège, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il est spécialiste en histoire médiévale, en histoire économique et sociale, et il a notamment travaillé sur la cathédrale Saint-Lambert. Il a rédigé plusieurs publications. Il connaît très bien le monde canonial. Et donc, il vient nous entretenir aujourd'hui de ce qu'est une collégiale et de quelle était la vie dans ces collégiales. Alexis Wilquin, bonjour. Bonjour. Alors avant de se plonger dans l'histoire, dans la vie de la collégiale Saint-Paul, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une collégiale ? Oui, bien sûr. Donc, il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'un chanoine et ce que c'est qu'une collégiale. Donc, un chanoine, en fait, c'est un clerc qui appartient à une communauté qu'on appelle un chapitre et qui est attaché à une église qu'on appelle collégiale. Alors, depuis le début de la chrétienté, il y a déjà eu des communautés d'hommes, notamment, qui vivaient auprès de leur évêque, des communautés de femmes aussi qui choisissaient des vies religieuses et des communautés monastiques. Mais jusqu'au IXe siècle, il y a eu certaines confusions entre ces modes de vie qui n'étaient pas toujours très bien distingués. Et on a fait alors déjà, au milieu du 8e siècle, dans l'église de Metz, auprès de Saint Cros-de-Gagne, des expériences pour essayer de mieux organiser cette vie communautaire. Le moment fondamental pour l'apparition de ce qu'on appellera vraiment des chanoines au sens strict, c'est en 816-817, sous le règne du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, qu'on va organiser alors une espèce de codification des modes de vie religieux. Et on va distinguer entre le mode de vie monastique, on va dans ce cas-là choisir la règle de Saint-Benoît comme modèle, et le mode de vie canonial, on va rédiger une règle qui va organiser cette vie canoniale, qui va ainsi faire des chanoines et des chanoinesses. C'est ce qu'on appelle la règle d'Aix, et c'est le texte fondateur. Alors, quand on compare en fait le modèle de la règle d'Aix d'une part et le modèle de la vie monastique, on voit qu'il y a des points communs et des différences. On pourrait dire, sous forme de boutade, que la vie canoniale, c'est un peu une vie monastique au départ moins sévère. C'est-à-dire qu'il y a là aussi des principes de vie en commun, la fréquentation d'un dortoir communautaire, la fréquentation d'un réfectoire commun, et normalement une forme d'isolement vis-à-vis du monde des laïcs. Mais il y a aussi un mode de vie qui est beaucoup moins sévère, dans lequel aussi la possession individuelle donc n'est pas interdite. Et donc les chanoines peuvent mener une vie qui est un peu plus individualisée. Et d'ailleurs, le texte originel déjà prévoit quelques exceptions qui permettent à certains chanoines de s'abstraire de la vie communautaire et peut-être, il y a des ambiguïtés dans le texte évidemment, qu'on exploitera plus tard, de vivre un peu à l'écart. Et donc, ce mode de vie alors va caractériser le mode de vie canonial, un réfectoire, dortoir, et alors la séparation vis-à-vis du monde extérieur, ce qu'on appelle les encloîtres, un espace qui est a priori un espace séparé. Alors, ces chanoines ont aussi comme caractéristique d'être proches de l'évêque. C'est un mode de vie que l'on imagine être proche du modèle augustinien. C'est une espèce de fantasme, entre guillemets, originel qui court dans le monde canonial. Et alors, la mission première des chanoines, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, c'est de prier et de chanter les différentes heures canoniales qui rythment alors la journée et même un peu la nuit des chanoines. Chanter donc par exemple les offices de prime, de tierce, sexte, nonne, etc. En pratique toutefois, ces chanoines vont
connaître une forme d'évolution de leur mode de vie. D'abord, la règle d'Aix va prendre un certain temps à être standardisée, appliquée un peu partout. Et puis, ils vont surtout individualiser leur mode de vie en quittant, pour un certain nombre d'entre eux, l'organisation communautaire et en s'installant dans des maisons personnelles avec des domestiques qui ressemblent parfois à de petits hôtels particuliers. Et ces maisonnées, ces maisons, on les retrouve notamment à Liège, dans la plupart de tous les quartiers liégeois qui ont comporté une collégiale. Il y a encore de nobles maisons canoniales, de véritables hôtels particuliers, qui sont des témoins du statut de ces personnes. Ces chanoines, alors, notamment à Liège, vont individualiser leur mode de vie, s'éloigner des principes fondamentaux, mener une activité économique indépendante au point parfois d'être impliqué comme investisseur ou commerçant dans la vie économique, ce qui amène évidemment certaines dérives, et même dans certains cas abandonner le célibat fondateur, puisqu'ils entretiennent parfois une maîtresse, et qu'ils sont d'ailleurs au début du XIIe siècle obligés à Liège d'expulser leur compagne présente dans les maisons canoniales. Dès lors, cet éloignement du mode de vie canonial originel, inspiré de la règle d'Aix, va susciter des réactions, et un deuxième type de vie canoniale qui va émerger, alors pas seulement dans nos régions, mais un peu partout dans la chrétienté, et notamment occidentale, c'est l'apparition de chanoines réguliers, comme on les appelle, des chanoines réguliers, notamment dans nos régions inspirées par saint Norbert de Xanten, qui va créer l'ordre des prémontrés. Et ces prémontrés vont essaimer. On connaît évidemment le fameux établissement de Floreffe, mais aussi plus près de nous à Cornillon, bien sûr, qui va déménager dans les locaux qui abritent maintenant la radio qui nous interviewe aujourd'hui, l'abbaye de Beaurepart, qui déménagera au milieu du XIIIe siècle depuis le site de Cornillon jusqu'au Beaurepart. Et ces chanoines réguliers, ils ont un idéal différent. Ils veulent revenir à une vie apostolique, une vie communautaire. Ils vont prononcer des vœux religieux, ce qui n'est pas le cas des chanoines aixois, si j'ose dire, traditionnels, et s'impose normalement des principes d'une plus grande sévérité. Souvent, l'histoire de l'Église est faite de ça d'ailleurs aussi. On a une alternance de périodes comme ça, de retour à des idéaux plus sévères et plus rigides, et puis des périodes de relâchement. Et ça, les prémontrés les connaîtront parfois aussi. Alors, les chanoines, néanmoins, dans les collégiales, dans les 7 collégiales liégeoises et dans la cathédrale, vont connaître un certain nombre de réformes internes importantes au XIIe et au début du XIIIe siècle, mais ils vont néanmoins abandonner, pour la plupart d'entre eux en tout cas, le modèle de vie communautaire et la fréquentation régulière du dortoir. Un dernier point peut-être aussi sur le mode de vie caractéristique des chanoines, c'est la présence, en particulier dans les villes, d'espaces réservés qu'on appelle des espaces claustraux. Alors on a le double terme, les cloîtres, on imagine évidemment l'espace fermé du cloître, mais en fait ça désigne aussi des quartiers canoniaux qui sont a priori séparés des quartiers laïques, dans lesquels les laïcs n'avaient normalement pas le droit de pénétrer et qui étaient fermés selon les lieux par des portes, par des chaînes. Alors à Liège même, ça a disparu, mais on en trouve encore de très beaux témoignages, par exemple en Angleterre, près de certaines cathédrales où on a encore de véritables enceintes qui ceinturent des quartiers canoniaux. Donc voilà, très rapidement évoqué ce que peut être a priori la spécificité du mode de vie canonial. Voilà. Alors avant de poursuivre plus en avant nos découvertes, d'abord on va se plonger dans l'ambiance avec de la musique sacrée médiévale. Alors je vous propose un chant médiéval issu du Codex Calixtinus, un ensemble de manuscrits du XIIe siècle, et on écoute Dum esset Salvator in Monte par l'ensemble Organum sous la direction de Marcel Pérez. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Et oui, de retour dans une autre histoire, on évoque aujourd'hui les collégiales, et notamment la collégiale Saint-Paul avec Alexis Wilquin. Alors, Liège avait à l'époque 7 collégiales, la collégiale Saint-Paul mais 6 autres. C'est un nombre important, on n'en trouve pas souvent autant dans les villes. Alors pourquoi est-ce qu'il y en avait autant à Liège ? Oui,
Oui, effectivement, avec Cologne notamment, donc la ville métropolitaine de Liège. Liège est une des villes dans lesquelles il y a le plus de collégiales. Donc 7 collégiales, plus la cathédrale, qui, il ne faut pas l'oublier, est évidemment une collégiale aussi, et qui comportait donc 60 chanoines, des chapitres secondaires, et 7 chapitres qui comportent quant à eux 30 chanoines chacun. Ça fait déjà 270 chanoines, plus des corps secondaires, donc c'est évidemment extrêmement important. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de collégiales? Alors, probablement parce que le mode de vie canonial était privilégié par les évêques qui s'inséraient dans une dynamique qui était celle de l'Église impériale. Donc, les évêques étaient d'une certaine manière les bras droits des rois de Germanie, et de même que eux étaient les bras droits des rois de Germanie, de même ils avaient une proximité particulière, beaucoup plus forte, beaucoup plus grande avec le mode de vie canonial plutôt que le mode de vie monastique. Et donc ils ont en quelque sorte favorisé la création d'établissements qui leur offraient un réservoir, un vivier de compétences, des clercs sur lesquels ils pouvaient directement compter. Il y a une phrase qui est amusante, qui a été forgée pour qualifier cette dynamique. On dit parfois que les chanoines sont épiscopètes, tandis que les moines seraient épiscophuges, donc qu'ils fuient plutôt la proximité des évêques. Et puis alors il y a un deuxième point important aussi, c'est que la fondation des différentes collégiales, donc pour la plupart d'entre elles, à l'exception de Saint-Pierre, qui est refondée en quelque sorte au début du Xe siècle, sous Richard, les autres églises sont fondées grosso modo entre le milieu du Xe siècle et le tout début du XIe siècle, un moment qui marque précisément l'insertion profonde de Liège dans ce système de l'Église impériale, la croissance urbaine aussi, avec notamment le rôle fondateur de l'évêque Nodger. Et donc ces collégiales sont autant de têtes de pont dans le lotissement, dans l'urbanisation de la ville, puisqu'elles vont se placer parfois dans des zones d'extension progressive du bâti urbain, vers Lille avec Saint-Paul, Saint-Jean, ou en direction par exemple de la Basse-Meuse avec les faubourgs dans lesquels va s'établir Saint-Barthélemy, ou à proximité aussi des portes qui vont entourer les enceintes. Donc on pourrait parler, comme le faisait Jean-Louis Cupert, d'une forme d'urbanisme sacré en quelque sorte. Alors parlons maintenant, si vous le voulez bien, de l'organisation d'une collégiale. Quelles étaient les fonctions et les rôles des dignitaires au sein d'une collégiale? Donc une collégiale, comme un monastère aussi, a besoin évidemment d'être placée sous la tutelle ou sous la direction d'un certain nombre de personnages qui vont assumer des compétences spécifiques. Pendant longtemps, surtout à Liège, on appellera le supérieur principal de la collégiale le prévôt, praepositus, celui qui est en quelque sorte placé au-dessus. C'est celui qui va gérer les matières concrètes, financières, temporelles, en quelque sorte, et qui est la plupart du temps un chanoine de la cathédrale Saint-Lambert, qui en même temps, ainsi, d'une certaine façon, étend le regard ou la domination de la grande église sur les collégiales secondaires. À côté de lui, il y a le doyen, qui est le responsable des matières spirituelles et de la discipline spirituelle. Et puis alors après, il y a évidemment toute une série de dignitaires importants, comme le coutre, qui garde le trésor liturgique, l'écolâtre, qui est le grand responsable de l'école de la collégiale, de l'instruction qui est prodiguée par celle-ci, le chantre, qui alors va être le responsable supérieur de la maîtrise, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui vont chanter dans le chœur l'office divin, ce qui est normalement la mission première des collégiales. À côté d'eux, il y a alors toute une série aussi de responsables qui peuvent être des chanoines ou qui peuvent être des laïcs, qui sont des officiers. On a un cellérier qui s'occupe des provisions, et puis alors il faut imaginer une foule de petites mains, parfois extrêmement qualifiées d'ailleurs, des charpentiers, des meuniers, des boulangers, toute une série de serviteurs, de domestiques qui vont assurer des missions au quotidien pour le fonctionnement des collégiales, et parfois même des gens qui ont un statut intermédiaire entre le pauvre et le serviteur, le domestique, et à qui on donne un tout petit peu à manger ou quelques pièces de monnaie en échange de l'accomplissement d'une mission, parfois qui peut sembler parfois extrêmement modeste, comme par exemple un personnage amusant à signaler, l'effugator canum et coro, c'est-à-dire la personne littéralement qui va chasser les chiens du chœur de l'église pour qu'ils ne perturbent pas l'office.
Alors dans une ville comme Liège, qui sous l'Ancien Régime est le siège du diocèse, mais aussi la capitale d'un État, l'économie a son importance. Et quelle était la place des collégiales dans l'économie de la ville? Comment est-ce qu'elles étaient dotées? Alors, les collégiales ne se distinguent pas fondamentalement de ce que l'on peut observer ailleurs pour de grands monastères, par exemple, ou pour de grandes cathédrales. En fait, elles tirent leurs revenus de plusieurs sources. Tout d'abord, des donations fondatrices, une espèce de dotation première qui peut venir de grands aristocrates. Pour les plus heureuses d'entre elles, par exemple, des personnages de rang royal, ou en tout cas haut placés dans la hiérarchie politique du temps. Parfois des parents aussi des fondateurs, puisque souvent, évidemment, ces fondateurs étaient soit de rang épiscopal, ou en tout cas ressortissaient à l'entourage épiscopal immédiat. Et donc, il y a là des dotations importantes qui viennent parfois donc des terres publiques du fisc. Et puis après, il y a pourrait-on dire, une kyrielle de donations beaucoup plus modestes, qui peuvent être parfois des offrandes pieuses pro anima, c'est-à-dire qui sont en fait concédées en espérant contribuer au salut de leurs donateurs. Et donc, de nombreuses donations de ce type sont consignées dans des livres qui répertorient alors les dates de décès des donateurs, et en échange, si l'on peut dire, les communautés canoniales vont chanter des offices ou des messes anniversaires pour commémorer les défunts. Donc c'est ce qu'on appelle des obituaires. Et ainsi vont se créer des patrimoines parfois importants. On sait que les églises en question étaient plus ou moins 3 fois moins riches, pour les plus riches d'entre elles, que la cathédrale. Donc la collégiale la plus riche, c'était Saint-Paul, justement. C'était Saint-Paul qui vous intéresse ici au premier chef. Et tout proche d'elle, Saint-Denis et Saint-Martin, qui étaient vraiment les collégiales les mieux dotées, semble-t-il. Et les plus pauvres, par contre, c'était Saint-Barthélemy et Saint-Pierre, qui possédaient, grosso modo, la moitié moins de fortune. Ces églises avaient des terres, évidemment, très importantes, notamment dans la Hesbaye céréalière toute proche, qui était particulièrement riche, un des greniers à blé les plus fertiles même d'Europe du Nord. Et donc, toutes ces églises, la cathédrale et l'évêque aussi, possédaient un patrimoine foncier important. Mais ils possédaient aussi des bois, des prés et des droits nombreux sur des paroisses, par exemple, dont elles percevaient l'essentiel de la dotation, à charge, normalement, de pourvoir en contrepartie à l'entretien du bâtiment, par exemple, ou du mobilier liturgique. Alors passons au côté pratico-pratique. Les chanoines vivent donc en communauté dans ou autour de leur collégiale. Ils ont leur propre organisation. Des missions leur sont assignées. Est-ce qu'on arrive à connaître quelle est plus ou moins la journée type d'un chanoine dans une collégiale? Alors, je crois qu'il faut, pour répondre à cette question, opérer une distinction claire entre la période première, pendant laquelle les chanoines vivaient un mode de vie, acceptaient un mode de vie qui était presque de type monastique, et dans lesquels, normalement, leurs obligations étaient mieux réglées, et normalement et en principe, leur journée était alors rythmée, principalement, ou en tout cas notablement, par le chant des heures canoniales, leur participation à des offices, ce qui ne les empêche pas très tôt d'exercer des responsabilités dans les chancelleries, par exemple, au service des princes, notamment. Et puis par après, leur mode de vie s'individualise. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que au départ, les chanoines sont désignés par les évêques, mais rapidement, le mode de désignation des chanoines va devenir de plus en plus international. Et donc, les papes vont, à partir du début du XIIIe siècle, jouer un rôle déterminant dans le choix des chanoines. Mais alors, ça va faire que va s'installer une pratique de cumul. Et oui, c'est pas une pratique neuve, une pratique de cumul qui fait que on peut être chanoine de plusieurs églises en même temps, et peut-être ne se trouver nulle part, à dire vrai, c'est-à-dire entre toutes les institutions auxquelles on est théoriquement attaché. Donc à ce moment-là, évidemment, les habitudes et les pratiques des chanoines vont devenir très différentes de ce moment où leur vie était théoriquement bien plus réglée. Ils peuvent faire des affaires, participer à la vie politique, exercer des missions pour la collégiale auxquelles ils appartiennent, jouer un rôle aussi de juriste, puisque de plus en plus de chanoines vont devenir des maîtres universitaires. Et donc là, on assiste
à quelque chose de tout à fait différent. D'ailleurs, un symptôme de ce glissement de mode de vie, c'est le recrutement dans les églises de chapelains ou de chanoines de second rang qui vont en fait remplir les obligations de premier rang qui étaient celles des chanoines originels, si j'ose dire. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y avait les 7 collégiales, il y avait également la cathédrale qui, elle aussi, possède son chapitre. Quelles étaient les relations entre la cathédrale Saint-Lambert et les 7 collégiales en ville ? Alors parfois harmonieuses, parfois conflictuelles, selon évidemment les circonstances et l'agenda. Entre les collégiales mêmes, il y avait des relations de concurrence et de prestige, qui se jouaient notamment sur l'ancienneté. C'est ainsi, par exemple, que, à des intervalles réguliers, pour plusieurs fêtes, il était convenu que les collégiales se rendent ou participent à des processions collectives dans lesquelles leurs représentants étaient rangés par ordre d'ancienneté. Et le simple fait de se placer devant les représentants d'une autre église pouvait être parfois une occasion d'escarmouche. De même, le privilège de se faire laver les mains, par exemple, par les serviteurs de la cathédrale, pour certains représentants des collégiales. On raconte que ceux de Saint-Martin et de Saint-Paul avaient obtenu de l'évêque Héracle le droit de se faire aussi laver les mains par les serviteurs de la cathédrale. Et c'était un signe de préséance qui va donner l'occasion de certaines rixes, notamment lorsque Saint-Pierre, qui est techniquement plus vieille, comme on le sait, puisque c'est la plus ancienne collégiale fondée, prétendra elle aussi jouir, par exemple, de ce privilège. Alors ça peut sembler être des enfantillages, mais il y a évidemment là derrière des questions de prestige symbolique qui sont parfois importantes. Il y a d'autres conflits qui vont parfois opposer la cathédrale à certaines collégiales, notamment autour du droit de baptême, qui va être octroyé à Saint-Jean, par exemple, en Île. Et puis alors, enfin, il y a le fait que les collégiales voudront collectivement être représentées comme une entité et donc vont constituer une assemblée du clergé secondaire qui rassemble en fait les collégiales et qui prétend exprimer leur sensibilité dans les matières politiques, économiques et religieuses face à la cathédrale qui prétend régenter la totalité de la vie ecclésiastique sur Liège. Voilà, énormément de choses à dire. Le sujet est vaste et super fouillé. J'aurais aimé poser encore plein d'autres questions, mais vous le savez, notre émission a sa durée propre et on arrive déjà malheureusement à la fin. Alors Alexis Wilquin, merci infiniment d'être venu nous parler de ce sujet aujourd'hui. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer une forte personnalité qui nous a quittés il y a 100 ans maintenant, la fameuse Sarah Bernard, mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup.